Bon, alors bonjour à tous, mesdames, messieurs. Nous étions hier à Romilly et hélas, comme hier, nous avons encore perdu 3 minutes de soleil. Et si ça continue, un jour, ça sera la nuit. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Je vais vous en donner une. Aujourd'hui, la Belgique est française. En effet, nous recevons M. Serge Derouet, professeur à l'université de Mons, capitale du Hainaut. Et Mons veut dire tout simplement mont. D'ailleurs, les montagnes là-bas culminent à plus de 100 mètres. Alors pourquoi je vous dis que la Belgique est française? C'est parce que nous avons reçu ici même, le 22 février, M. Henri Alexandre, qui nous a parlé de Darwin. Et il nous a confié, tout bas, ouais, qu'il aurait aimé que la Belgique soit française. Alors sans doute c'était de façon sentimentale parce qu'il n'a pas précisé de quelle France il voulait. Voilà, quelle France? Celle de la Révolution ou bien celle de Macron? On ne sait pas. On ne sait pas. Ceci dit, les lois de l'évolution étant ce qu'elles sont, on peut prévoir que, selon Darwin, que la Belgique sera française dans 1 ou 2 millions d'années. Alors vous savez que notre UPOP, pendant ce temps-là, elle évolue lentement. C'est une nouvelle espèce dans le paysage culturel au bois. Elle vise à remplacer des espèces que nous voudrions voir disparaître, les réseaux sociaux qui dispensent les infox, qu'est-ce qu'il y a encore? Les médias avec de la pub intrusive, par exemple. Vous voyez ça d'ici, une pub religieuse qui vient se mettre à couper le sifflet à notre ami Serge. Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Une petite information en passant. Il y avait l'autre fois, à la conférence précédente, une jeune étudiante qui fait ses universités à Troyes, qui nous a demandé si nous délivrions des diplômes. Je l'ai découragé aussitôt. Nous ne délivrons que des certificats de bonne conduite et tous ceux qui sont ici l'ont obtenu automatiquement. Mais nous avons quand même besoin de cette jeune étudiante parce qu'il faut qu'elle vienne nous apporter ces jeunes lumières et l'aide précieuse de son cerveau disponible. Parce que l'UPOP s'inscrit aujourd'hui dans le mois de la laïcité qu'organise la Ligue de l'enseignement, dont nous accueillons les représentants. Bonjour Monsieur Agnésam, il était là tout à l'heure. J'espère qu'il est toujours là, car nous l'aimons beaucoup. Et nous relayons aussi les animations. Par exemple, il y a Monsieur Agnatella qui m'a dit qu'il fallait aller voir une conférence le 17 décembre 2022 à 17h à l'hôtel de ville de Troyes, que ça s'appelle La laïcité, un outil d'émancipation, par Monsieur Philippe Foussier. Donc tout ça, c'est dans le mois de la laïcité. Bien. Alors, j'ai donc sollicité pour ce mois de la laïcité un ami, parce qu'il est venu ici plusieurs fois, M. Serge Derouet, qui est docteur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Libre, ça veut dire tout simplement, Serge, laïque, oui, public. Pas public, hein. Libre, c'est l'inverse de public. C'est une initiative privée, comme on a des universités libres en Belgique, deux. D'accord. Elles ont le même statut et en Belgique, on va en parler. D'accord, oui. Donc il enseigne à Bruxelles et à Mons et il nous délivre, lui, de la philosophie, de l'histoire des idées. Il a étudié Marx, il a étudié Thomas More, il a fait une conférence ici sur Thomas More. Il se pose avec d'autres intellectuels belges des questions qui intéressent les Français et les Françaises. Par exemple, une question bien intéressante, vit-on
la fin de la démocratie représentative. Bon. Vous avez remarqué aussi que les Belges sont plus malins que les Français parce qu'ils ont mis le masculin et le féminin ensemble. Belge, belge. Ce qui provoque peut-être moins de problèmes autour de la question du féminisme là-bas. Enfin, on le verra un petit peu à propos de la laïcité, qui, en 1905, a bien séparé les églises et l'État, mais n'a rien changé quant à la sujétion des femmes. C'est ce que nous rappelle une de nos amies ici présente. Alors, notre ami Serge est donc venu, si vous avez bonne mémoire, nous parler de Jean Méliès, ce curé un petit peu bizarre, un petit peu pas banal, qui avait inventé l'athéisme. D'ailleurs, son livre est là-bas, vous pouvez vous le procurer, avec d'autres livres de Serge. Il en sera peut-être ici question de l'athéisme, puisque nous traitons de la laïcité. Mais attention, attention, l'athéisme et laïcité, ça n'est pas pareil, et on ne peut pas mélanger les deux. Mais enfin, parler de laïcité, c'est quand même un peu, si vous le permettez, mettre la religion au coin. D'ailleurs, Victor Hugo avait une formule beaucoup plus belle, il disait « l'Église chez elle, l'État chez lui ». J'aime entendre les échos. L'Église chez elle, l'État chez lui. Cette séparation est bien sûr nécessaire pour mieux construire la maison commune de la démocratie. Et là, c'est l'idée de Jean Jaurès qui exigeait qu'on traite vraiment, à travers la laïcité, la question sociale. Alors, vous avez vu tout à l'heure défiler nos futures conférences. Je vais passer la parole à Serge, bien sûr. C'est complet jusqu'à la fin juin. Et la prochaine que je vous conseille est donnée par une personnalité du monde scientifique, M. Marc-André Sellos, biologiste, professeur au musée d'histoire, au Muséum d'histoire naturelle. C'est un superbe vulgarisateur scientifique et nous organisons cette soirée exceptionnelle avec les croqueurs de pommes. Ce sont des gens sérieux, les croqueurs de pommes. Je vous l'assure. Je vous parlais tout à l'heure de cette jeune femme qui devait vous apporter de l'aide et du temps de cerveau disponible. Ben, c'est très recherché, le cerveau disponible, bien entendu, par les affairistes, les publicitaires, le marché, la machine économique libérale, quoi. Et donc, je vous en prie, mesdames et messieurs qui êtes ici, gardez votre temps de cerveau disponible pour l'UPOP en prenant par exemple une carte d'adhérent qui ne fait que 12 €. 10 €, c'est quand même très modeste. Et ceux qui ont honte peuvent donner davantage. Alors, on garde notre UPOP pour l'échange fraternel, pour la science, pour l'intelligence, et nous voulons construire la maison commune, la maison laïque, la maison sociale, la maison égalitaire et paritaire. Voilà, merci de votre écoute. Et la parole à Serge. Voilà, mais oulala, quand je dis je n'aime pas parler dans un micro, hein, je vais l'écarter, moi. Hein, parce que, et j'ai toujours un auditoire comme ça, j'ai l'habitude de causer sans micro. Parce qu'il y a toujours un intermédiaire qui déforme la voix avec des effets Larsen qui peuvent revenir, des choses comme ça. Est-ce qu'on entend là maintenant ? Voilà. Ah ben, on va essayer de tenir ce micro alors à distance. Hein. Donc merci Jean pour cette belle présentation. Hein, quand on vient à Upopo, je crois que c'est la 3e fois hein, que je viens. On a toujours un petit plus avec la conférence qui est une présentation avec un contenu. Hein, donc merci de le faire et merci de m'avoir présenté comme tu l'as fait. Donc j'ai beaucoup appris sur moi-même, hein, forcément. Donc j'ai appris aussi qu'on appréciait les Belges à Upopo. Hein. Je ne suis pas le seul Belge à être invité. Anne Morelli hein, aussi, et Henri Alexandre que tu as rappelé, qui désirerait être français. Ben, je lui laisse. Hein. Moi, je me dis effectivement, c'est quelle France hein. Moi,
contre la France, évidemment, mais laquelle, hein? Parce que la France, elle a varié dans l'histoire, et d'une certaine manière, mais ça reviendra dans le thème de cet exposé sur la laïcité, parce que je commence par situer les choses, donc je reprendrai inévitablement la question historique et des fluctuations, des variations qu'a connu ce thème, parce qu'il est loin d'avoir été toujours évident. Il initie la modernité à partir de ce grand événement colossal qu'est la Révolution, hein, la Révolution de 1789, et qui sera approfondie d'ailleurs par deux autres, ensuite 92-93, et après ça, de la concentration des pouvoirs, et après que on ait en 92 supprimé la tête couronnée, on retrouve une douzaine d'années après, c'est pas long, une douzaine d'années, hein, une demi-génération, on retrouve une nouvelle tête couronnée dans l'histoire de France, et le 19e siècle sera un siècle qui, en termes politiques, fluctuera énormément. Et la laïcité dans tout ça dont on va faire l'histoire. Si je reviens sur cet élément historique, c'est parce qu'elle n'a pas été une évidence, c'est une production de l'histoire, c'est-à-dire des rapports de force et des forces en présence dont certaines portaient cette idée de laïcité, d'autres pas, rentrer dans un rapport de force qui, à un moment, a basculé, et il a basculé tardivement dans l'histoire française, puisqu'il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, pendant près d'un millénaire et demi, hein, Clovis, ça date déjà, donc un millénaire et demi, un gros millénaire en tout cas, le pouvoir a été béni par l'Église. L'Église était associée au pouvoir. Le pouvoir, c'était l'Église, et l'Église, c'était le pouvoir. C'était comme cul et chemise, si on me passe l'expression, ou pour le dire d'une façon peut-être un petit peu plus philosophique. Reprendre ce bon curé dont on a parlé, le curé Meslier, qui lui résumait remarquablement les choses en disant que dans cette période de début de XVIIIe siècle d'Ancien Régime dans lequel il vivait, mais la religion, aussi fausse soit-elle, soutient le pouvoir politique, aussi mauvais soit-il, et mêmement et inversement, le pouvoir politique, aussi mauvais soit-il, soutient la religion, aussi fausse soit-elle. C'est la situation dans laquelle on s'est longtemps retrouvé dans toute cette histoire française, et donc tout ça a été balayé par la Révolution. Je ne dois pas, en France, expliquer encore cette Révolution est grande entre toutes. Elle est grande entre toutes d'une certaine manière, parce qu'elle fait une rupture radicale avec l'ordre du passé. Les choses n'ont pas évolué par transformation graduelle, mais ont dû être bouleversées radicalement et en un court moment, pas une seule journée, pas dans le seul 14 juillet 1789, pas même dans la seule année 89, même les bouleversements les plus radicaux et les plus rapides prennent un certain temps, puisqu'il faudra au moins 3 ans et la révolution de 92 pour que l'on proclame enfin, il a fallu la trahison du roi évidente, et on le laisse quand même, il a fallu attendre 3 ans pour qu'on proclame la République, mais rapidement, en une période de 3 ans, tout un monde qui semblait avoir pour lui l'éternité, qui semblait ne devoir jamais changer, dont personne, pas même les révolutionnaires, n'imaginait qu'il puisse changer
Personne n'est révolutionnaire dans ce XVIIIe siècle français avant la Révolution française. Robespierre et Saint-Just ne sont pas révolutionnaires avant la Révolution, ils le deviennent à la faveur des événements révolutionnaires, et leur énorme mérite est d'avoir compris ce mouvement révolutionnaire pour pouvoir le diriger. Marat également n'est pas révolutionnaire avant la Révolution française. Si dans l'ensemble de son œuvre, dans les chaînes de l'esclavage, on trouve un seul mot dans lequel il annonce, on est 15 ans avant la Révolution, là, les chaînes de Marat, il annonce que les libertés publiques ne peuvent être conquises que par les séditions populaires, donc que par la Révolution. Mais c'est tout ce qu'on retrouve. Aucun leader révolutionnaire ne pense que l'on pourra changer radicalement cette société, qu'on pourra la réformer, et qu'il s'agit de la réformer, oui, mais la renverser comme on l'a fait, non. Et la preuve, c'est que ça n'a pas pris un jour, pas le 14 juillet, ça n'a pas pris une année, l'année 89, mais ça a pris 3 ans, et pour ça, la patrie en danger et la guerre qui menaçait, et puis la victoire de Valmy le 20 septembre, pour qu'enfin, le premier jour de l'automne, le 22 septembre 92, on proclame enfin la République et que le roi soit destitué avant qu'on lui tranche la tête, comme on sait, ce qui est effectivement une façon très symbolique de dire que l'on rompt avec une féodalité une monarchie qui, elle, faut-il le rappeler, n'hésitait pas à trancher les têtes ou à pendre, voire à brûler, quand il s'agissait de l'Église bénie par 3 endroits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Révolution française donc change complètement la donne, et c'est elle qui amène l'idée de laïcité auquel la société française est aujourd'hui attachée, non sans que cela ait subi des revers, des retours en arrière. Alors, la laïcité, c'est à ce moment la séparation de l'Église et de l'État, donc ces deux institutions qui étaient collées l'une à l'autre, que j'avais dit comme cul et chemise. Donc c'est la séparation du cul et de la chemise d'une certaine manière. Et un pouvoir qui se retrouve sans plus avoir sa protection. Et on va voir que ce n'est pas simplement un mot éventuellement d'esprit que je dis ici, on va voir que ça aura de l'influence dans le XIXe siècle, cette séparation de l'État qui n'est plus couvert pudiquement par la chemise, parce que l'État va se retrouver un peu nu. Séparation de l'Église et de l'État, voilà l'acquis de la Révolution française. On le doit à des forces qui font la Révolution, c'est-à-dire des forces populaires, celles qui s'opposent à la fois à l'ordre féodal monarchique et clérical, à l'Église qui le soutient donc et qui le bénit, comme on l'a dit, comme Meslier l'avait dit, mais donc un pouvoir qui va se retrouver là comme résultante de forces populaires, mais aussi de celle d'une bourgeoisie montante qui piétine aux portes du pouvoir et vise à le renverser, mais pour pouvoir proclamer ses idées étant honnies par l'Église catholique alors, qui sont ces idées de liberté. Et la bourgeoisie entend la liberté dans beaucoup de domaines de la vie, mais c'est surtout les domaines qui sont trivialement matériels, ceux de la liberté commerciale et de la liberté économique, ce pourquoi elle se retrouvera derrière Napoléon en train de poursuivre la guerre et de la faire pendant une quinzaine d'années partout en Europe pour déstructurer toutes les institutions d'anciens régimes en Europe et pouvoir conquérir un large marché. La laïcité, là-dedans, produit
d'une révolution qui est le fait de forces populaires opposées à un ordre lié à l'Église et d'une bourgeoisie qui confisque d'une certaine manière cette révolution et qui, elle, refuse cet ordre féodal et monarchique dans lequel l'Église joue un rôle et qui se retrouve maintenant en train de détenir les rênes du pouvoir, de l'asseoir une fois que les derniers sursauts révolutionnaires, celui de 96, cette phase populaire où l'on voit les masses pour une première fois dans l'histoire s'avancer sur l'avant-scène, où cette histoire se fait, et le coup d'arrêt de Thermidor le 27-28 juillet 1794, et puis ça, la centralisation du pouvoir pour restaurer quoi? Pour restaurer une tête couronnée 12 ans après avoir retiré la couronne du pouvoir et pour retrouver le dirigeant militaire, homme d'État, celui qui se retrouvait dictateur de la France depuis 99 comme premier consul sous le consulat, qui opère alors la transformation vers l'Empire et qui va se faire proclamer empereur par l'autorité spirituelle, qui est celle du pape, et on connaît la scène, et on la répète si souvent dans les écoles dans lesquelles Napoléon s'avance et crânement reprend la couronne dont il devait se coiffer, reprend la couronne des mains du pape Pie VII, qui n'emmène pas large, mais le pouvoir religieux était convoqué pour concrétiser ça. Et on rentre dans une période qu'on appelait celle du concordat, c'est-à-dire dans lequel on retrouve une présence de l'Église qui avait été chassée par la porte, mais qui, sous l'Empire, rentre donc par la fenêtre. L'État a besoin de l'Église pour se couvrir et rappeler ainsi à ceux qui ne le verraient pas que l'État ne représente pas nécessairement l'intérêt public, mais représente l'intérêt des forces dominantes et privilégiées, et que l'on pouvait reprendre alors cette parole qu'on attribue à qui? À Napoléon, qu'il disait qu'un curé vaut 10 gendarmes pour ce qui est du maintien de l'ordre. Voltaire avait dit des choses semblables également. C'est dire qu'un pouvoir qui s'est séparé de la couverture ecclésiastique, qui s'est séparé de l'Église, se retrouve confronté à des difficultés de maintien de l'ordre qui l'amènent à faire ramener dans son giron cette Église dont il s'était séparé. C'est le cas en Belgique aussi, pour les territoires qui deviendront belges, et une Belgique qui, après avoir été française, donc le Code Napoléon, c'est toujours en vigueur avec les modifications que l'histoire y a apportées, mais c'est droit civil, c'est le Code Napoléon en Belgique, mais après, donc Belgique qui était française, après avoir été autrichienne, et puis qui sera, traité de Vienne, hollandaise, et opérera alors sa révolution à la suite de la française, la révolution de juillet 1830, les trois glorieuses 27, 28, 29 juillet, ça a des répercussions en Belgique, et à la fin août, on a une nouvelle révolution en Belgique qui se clôturera un mois plus tard par une deuxième révolution, celle de septembre, révolution populaire, toutes les deux, celles des masses qui sont soumises à la disette et à la cherté des prix, qui se soulèvent, mais une révolution qui sera, comme à Paris en 1830, confisquée aux masses qui font la révolution. Qu'est-ce qu'elle réclamait? La République. Et la République sociale, avec l'idée de la République de Robespierre, la République de 92-93, ce pouvoir populaire, la République au suffrage universel, la bourgeoisie lui offrira alors à Paris, comme en Belgique, elle lui offrira la monarchie et le suffrage censitaire. Mais si je parle de la Belgique, c'est pour dire que les choses s'y présentent un peu différemment, bien que la Belgique ait été française, un peu différemment de ce qui se passe en France. Parce qu'en Belgique, on était sous un pouvoir
je devrais répéter, hein, mes étudiants là, comment suivi, hein, quel pouvoir qui dirigeait la Belgique depuis le traité de Vienne, à qui on avait attribué ces territoires, qui étaient ces territoires industriels et commerçants extrêmement riches de l'Empire autrichien, hein, à qui on les attribue? On les attribue au roi de Hollande, à Guillaume d'Orange, un roi qui cause comme tous les Hollandais le néerlandais et qui est, comme la plupart des Hollandais barbares, c'est une langue assez épouvantable. Hein. C'est un peu comme ça que l'on parle le néerlandais. On comprend qu'il y a quelques réticences. Ce n'est pas mélodieux comme l'italien, par exemple, mais c'est aussi un souverain protestant. Et la Belgique était soumise pendant 15 ans, jusqu'à sa révolution de 1830, où elle se sépare de la Hollande, à ce souverain hollandais qui veut imposer cette langue de barbare, à une bourgeoisie qui, comme toutes les bourgeoisies, arrogante et fière d'elle, cause la grande langue qui le distingue des masses populaires et qui est, à l'époque, le français, que l'on parle dans la haute société. Aujourd'hui, en Belgique, petite parenthèse, on a des questions linguistiques entre un nord néerlandophone et un sud francophone et une volonté séparatiste du nord. Et on rappelle la devise « l'union fait la force », ça c'est la devise de la Belgique, et on pense que c'est l'union des Flamands et des Wallons. C'est pas vrai, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, parce que la question linguistique en Belgique n'est pas une question géographique où l'on aurait parlé le néerlandais au nord et le français au sud. On causait pas le néerlandais au nord, on causait des patois flamands, et au sud on causait pas le français, on causait des patois wallons ou picards à l'ouest, qui ressemblait effectivement pour les uns à une langue germanique et pour les autres à une langue latine, mais c'est la bourgeoisie qui impose le français. Alors on voit un roi qui fait l'inverse. La bourgeoisie libérale s'y oppose, mais c'est un roi protestant. Et ce roi protestant, il n'a fait pas comme le faisaient les souverains autrichiens, l'Empire autrichien, jusqu'au dernier, parce que le dernier, Joseph II, l'a gagné aux idées des Lumières. Il a mis en œuvre pour les territoires de son empire, donc pour les territoires de la Belgique, l'ensemble des réformes que la révolution de 89, voire celle de 92, mettront en évidence. Que veut la bourgeoisie, demande-t-il? Elle veut la fin des corporations, on supprime les corporations. Elle veut la fin des barrières douanières, on supprime les barrières douanières. Et elle en a marre de ces propriétés de l'Église sur lesquelles elle lorgne. On va vendre à celui qui peut les acheter au plus gros prix ces propriétés de l'Église. Ça, c'est le dernier empereur. L'Église était un élément important de pouvoir pendant l'Empire autrichien. Et voilà que maintenant, les bons catholiques qui étaient donc partie des bourgeois, mais liés à la terre, comme il se doit, d'origine qui fleurait encore des relents d'aristocratie, ces bons catholiques s'opposent à ce souverain protestant. Donc on a des libéraux bourgeois qui s'opposent à la volonté de néerlandiser, néerlandiser l'administration et de faire causer le néerlandais à des bourgeois qui ne veulent pas s'amuser à parler une telle langue. Et d'autre part, on a une élite d'origine aristocratique qui est catholique et qui s'oppose à cette volonté de favoriser l'Église protestante. Union, c'est ça l'union, c'est l'union des catholiques et des libéraux. Alors on revient au thème de la laïcité, et ce qui fait la distinction de la Belgique avec la France, où la laïcité est une valeur que l'on porte haut, et que l'on a inscrit dans la Constitution, qu'on a appelée la Constitution de 89, mais puis la Constitution de la 4e République, et puis celle de la 5e qui la reprend également. En Belgique, ce n'est pas le cas. En Belgique, on a une union de libéraux et de catholiques qui vont s'accorder sur l'État qui va être l'État le plus libre du monde à l'époque.
Révolution, septembre 1830, Constitution, février 1831, et la Constitution belge du 6 février 1831 apparaît alors là comme la plus avancée de tout ce que l'on connaît en Europe, tant elle proclame des libertés. Pourtant, c'est le fait de l'alliance, on m'a suivi, entre des libéraux, ces libéraux, ils veulent des libertés, je l'ai dit, hein, des libertés surtout d'entreprendre et de commercer, mais aussi toutes les autres qui correspondent à ce qui était refoulé et interdit sous le pouvoir impérial ou monarchique clérical. Mais les cléricaux, mais les catholiques, quel intérêt ont-ils à avoir des libertés? Eh bien, ils en trouvent. Ils trouvent à s'arranger avec les idées de liberté, 4 grandes libertés constitutionnelles en Belgique. On les a conservées dans notre constitution. C'est la liberté qu'on appelle d'expression aujourd'hui, liberté de presse. Celle catholique, ils n'aimaient pas. La liberté de presse, parce qu'on ne peut pas avoir une autre opinion que celle de l'Église, et on a invoqué d'autres, mais c'est déjà un signe d'arrogance assez antichrétienne, assez mécréante. Liberté d'association, ils n'aimaient pas. S'associer pour défendre des valeurs, des projets, des idées... Les libéraux le voulaient, on va mettre... Mais les libéraux, les catholiques s'en tirent, parce qu'eux vont se dire, mais la liberté religieuse, la liberté d'exercer sa religion, ça veut dire que l'État, la religion c'est la religion catholique en Belgique, l'État doit subsidier, on dit subsidier en français, ou on dit subventionner, on dit les deux peut-être. Parce qu'il y a du belge, il y a du français, j'hésite toujours. Moi, je pense en Belgique, on parle de subside, donc on dit subventionner. Donc les catholiques voulaient subventionner, pour bien me faire comprendre, que l'Église soit subventionnée. Liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté qu'il puisse y avoir encore une activité ecclésiastique et des prêtres donc qui seraient subventionnés, dont le salaire, les émoluments seraient payés par l'État, c'est pas très français ça, comme idée. C'est dans la Constitution belge, 3e grande liberté, liberté religieuse, et la 4e, la liberté scolaire, la liberté d'école. Oui, il faut instruire, école primaire, n'exagérons rien, mais il faut instruire les enfants, pas tous, bien là aussi, il faudra attendre 1919 pour que l'on proclame l'enseignement obligatoire. Mais il y a des écoles, et on insiste, les catholiques insistent, pour qu'il y en ait dans tous les villages. C'est les écoles qui existent déjà, celles qui sont tenues non pas par un instituteur qui aurait fait l'école normale, mais qui sont tenues par le curé, liberté scolaire, c'est-à-dire la liberté d'avoir un enseignement qui ne soit pas un enseignement public, considéré comme enseignement d'État de la province ou de la commune, non, un enseignement privé, dans le sens où on entend privé, dont Jean a parlé dans sa présentation, un enseignement qui vient d'initiative privée, mais de l'institution catholique, de l'Église catholique. Donc on se retrouve avec ça. De fait, dans la Constitution belge, on voit régulièrement des débats apparaître qui réclament qu'on y introduise la laïcité, mais on a bloqué les perspectives. Et la question d'avoir la laïcité introduite dans la Constitution belge, elle est laissée largement de côté. On s'en est tiré en subventionnant, comme vous dites, subventionnant les cultes. Et les cultes, aujourd'hui, ils sont variés, et ils ont d'ailleurs fort varié, parce que la question de la laïcité, on le sait, si vous êtes venu aussi ici, et s'il y a un intérêt pour le thème, c'est pas tellement, j'imagine, pour ces questions, peut-être aussi en partie ces questions historiques, mais pour les questions d'actualité, où c'est pas vraiment le catholicisme qui est pris en considération, mais surtout l'islam aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État belge subventionne les cultes. Il en a 6 qui sont pris en considération, dont l'Église catholique forcément, mais également l'Église protestante, l'Église anglicane, le judaïsme et l'islam qui sont pris. Et aussi
aussi parce que, ça c'est les questions belges, tant qu'à faire que on ne peut pas s'opposer au subventionnement des cultes parce que leur rapport de force laïque religieux n'est pas suffisamment en faveur de cela, mais on va réclamer de pouvoir défendre les idées de laïcité, mais de le faire de façon institutionnelle, avec une institutionnalisation de la laïcité qui va être considérée non pas comme un courant religieux, ça serait la fin du monde, mais considérée comme un courant philosophique, au même titre que les religions reconnues, et qui donc bénéficient de subventions de l'État. La laïcité en Belgique est subventionnée, c'est la raison pour laquelle il y a tant de maisons de la laïcité en Belgique, à peu près dans toutes les communes, dans tous les villages, avec des permanents, un permanent qui est payé et rétribué, et dont le boulot consiste en grande partie, j'en sais quelque chose, parce que c'est une partie des conférences que je fais en Belgique, c'est dans le cadre de ces maisons de la laïcité, où on cherche des conférenciers qui acceptent de venir gracieusement causer dans leur soirée. Donc en Belgique, la question ne se pose pas de la même manière. La laïcité, la séparation de l'Église de l'État, ça va de soi, mais l'Église y est liée à l'État par le subventionnement des cultes, et les laïcs ont eu leur os à ronger avec cette subvention également de la laïcité organisée, donc le Centre d'action laïque nationale en Belgique qui reçoit des subventions. Donc on voit que les choses peuvent se poser de façon différente dans ces rapports entre l'État et l'Église, où en France on va proclamer fièrement l'idée de laïcité, mais déjà on voit que cette laïcité peut poser des problèmes en ce qu'on écarte l'Église, et on aimerait aussi s'y accorder. La Belgique a traité la question dans le XIXe siècle, dans le cadre de cet unionisme, cette union qui fait la force de la Belgique, cette union entre catholiques et libéraux, avec des catholiques qui mettaient fort en pratique un courant de pensée qui est théorisé en France par un chrétien progressiste de l'époque, qui apparaîtra comme un chrétien libéral avant même de filer vers des alternatives démocrates et donc vers des alternatives socialistes utopiques, et qui est félicité de l'amener en Belgique. L'amener, oui? Non? Excusez-moi, mais alors vous avez parlé de 6 religions subventionnées. 5. 5, c'est la laïcité. Mais qu'en est-il de toutes les autres religions? Et les autres religions, j'essaye de frapper. Ah oui. Les bouddhistes. Les bouddhistes frappent fort à la porte, pour dire il faudrait aussi, et ils ont le vent en poupe, toute cette mentalité zen, donc revendiquent aussi de pouvoir être subventionnés, donc pas seulement. Et les Jéhovah, et les scientologues. Et alors là, on a aussi la considération sur les sectes. On considère comme secte, et donc là, ça ne va pas, et non, les témoins de Jéhovah ne sont pas reconnus. Tout ça est une question de rapport de force. On va garder ça pour les questions, parce que c'est vrai que je me rends compte, j'ai fait l'exposé à Romilly hier, et c'est toujours la difficulté, surtout quand on le fait en improvisation, mais que la deuxième fois, on a tendance à être un peu plus long que la première. Donc où j'en étais? J'étais au 19e siècle, j'étais à la fondation de la Belgique, j'en étais aux guerres napoléoniennes où on avait remis en selle l'Église, et puis il y a des révolutions. La révolution de 1830 n'apportera rien, celle de 48. Celle de février 48, elle apportera, c'est 18 ans après 1830, ce sont les mêmes travailleurs à Paris qui font la révolution que ceux de 1830, ou bien 18 ans plus tard, ce sont leurs enfants, ils ont appris. Et donc on ne peut pas les berner comme on l'a fait en 1830. Là, ils réclament quoi? Ils réclament la République sociale. Et derrière la République sociale, la République au suffrage universel, ça sera concédé. Mais il n'y a pas que les travailleurs de Paris qui vont voter. Il y a l'ensemble de la société française et la paysannerie.
la paysannerie française, hein, qui est amenée pour la première fois à voter. Hein, elle avait voté, hein, on a proclamé le suffrage universel en 92, mais la France était en guerre et ça c'est bien loin. Hein, et puis ça a été vite remis en cause, elle a voté pour la première fois. Et là, ben, elle se retrouve face à une question que tranchera volontiers pour elle, hein, le clergé français, hein, donc cet appareil idéologique de l'époque qui est l'équivalent du journal télévisé, si l'on veut aujourd'hui, pas de télévision, pas d'internet, donc c'est d'une certaine manière le curé, hein, dans son sermon, qui donne la manière de penser. D'ailleurs, son sermon, il est en français, en France, ou bien dans les langues, les patois, les dialectes vernaculaires compris par les disciples, si tout le reste de la messe se fait en latin. Donc c'est bien l'idée. La paysannerie va voter pour des candidats qui représentent les intérêts des possédants, et il y en a un qui se présente et qui est auréolé du prestige et de la grandeur de son oncle. C'est un Bonaparte, Louis Napoléon Bonaparte, et qui va être élu, presque plébiscité par les campagnes françaises. Donc le suffrage universel, c'était pas si grave que ça finalement. Pas si grave, parce que on se rend compte que le peuple, on imagine ce que ça peut représenter pour des possédants qui n'ont pas l'habitude de partager le pouvoir. C'est pas courant, hein, le suffrage au 19e, mais suffrage censitaire. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais les pauvres vont pouvoir élire leurs représentants, ils vont élire des représentants qui défendent leurs intérêts. C'est mal barré pour nous. Et puis, ils se rendent compte que finalement, non, moyennant un petit apport idéologique, un petit travail, les pauvres finissent par voter dans l'intérêt des puissants. Donc c'est finalement pas si grave. Et donc très vite, cette République de 48 se transforme en un nouvel empire, celui du neveu du grand Napoléon, celui du petit Napoléon, et une remise en selle, à la faveur de ce pouvoir impérial, remise en selle du clergé. Tout ça sera abattu lorsque, avec la défaite contre la Prusse, qui, elle, peut constituer son propre empire, mais l'empire français, en 1870, s'effondre dans la défaite à Sedan, et on va proclamer une république qui, elle, est laïque, et qui se marquera dans la laïcité au point de vouloir en faire une loi qui est souvent rappelée, qui reste indépassable dans l'horizon politique public français, mais dont on voit qu'elle va subir énormément de transformations dans les dernières dizaines d'années que l'on a connues, fin du XXe et surtout début du XXIe siècle. Cette grande loi, proclamée en début du XXe siècle, 1905, la loi de 1905, la loi qui instaure la laïcité de l'État. Alors, à Romilly, on était moins nombreux, je vais poser ma question, qu'est-ce qu'elle raconte, cette loi? Si on faisait une interro surprise, je ne suis pas sûr que tout le monde serait à même de pouvoir se dire quels sont les deux points que l'on retrouve dans cette loi de 1905 qui définit ce qu'est la laïcité en France, au point où tout ce qui se fera ensuite, et jusque dans la période la plus récente, celle du début du XXIe siècle, s'en référera, bien ou mal, mais s'en référera à cette loi de 1905. Qu'est-ce qu'elle proclame, cette loi de 1905 ? On dit séparation de l'Église et de l'État. C'est une bonne formulation des choses. Ça veut dire que l'État ne va pas subventionner le culte. C'est ce qui va se passer en Belgique. Mais là, c'est autre chose. Nous sommes en France. L'État et l'Église, c'est deux choses séparées. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a une deuxième idée dans la loi de 1905 qui proclame la laïcité. C'est la liberté de conscience. Et donc la liberté de religion, la liberté d'exercer une religion.
et la liberté de défendre ses opinions religieuses. Ça, c'est un des éléments de la laïcité. 2 articles. Le premier, liberté de conscience. L'article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public, et les autres articles préciseront quelles sont ces restrictions. Article 2, la séparation de l'Église et de l'État. La République ne reconnaît et ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Là, on est dans une vision extrêmement claire de la liberté. Donc, la loi de 1905 proclame la liberté de conscience. Et derrière la liberté de conscience, inévitablement, la liberté de religion. La Déclaration des droits de l'homme universelle de 1948 reprendra d'ailleurs cette idée qui est le premier article de la loi sur la laïcité. Je vais essayer de la retrouver. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Déclaration universelle de 1948. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Donc c'est ça qui est en jeu. Et souvent, je vais essayer d'accélérer un peu, puisqu'on est arrivé après tous ces mouvements de balancier du 19e dans lequel on avait séparé l'Église de l'État, mais on rabattait régulièrement l'Église dans la sphère de l'État. 1905 va être clair, on les sépare et on reconnaît pour chacun individuellement la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté d'avoir une opinion, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne le soit pas. Je vais essayer d'aller plus vite pour avancer dans les choses sur cette base qui va nourrir la pratique de la laïcité française dans le XXe siècle, si on y exclut la période de la Deuxième Guerre et du pétainisme. La Quatrième République reprend cette idée de laïcité et la conforte. La Cinquième également la confortera. On annexe la Déclaration des droits de l'homme de 1789 comme préambule des 2 constitutions, c'est-à-dire qu'on reprend ces idées. Donc la laïcité sera un fait de l'État français. La période de la Deuxième Guerre et de la collaboration exceptée sera un fait de l'État français dans tout le XXe siècle. Mais ces derniers temps et début du XXIe siècle, et là je pense qu'on va rentrer dans le vif d'un sujet qui peut vous intéresser, qui peut intéresser certains, parce que c'est la question actuelle qui se pose, et qui n'est plus la question de l'indépendance de l'Église et de l'État vis-à-vis dans une conception de religion chrétienne et catholique, mais qui est aussi celle de l'islam, l'État confronté à l'islam. Souvent, on interprète et on se réclame de la loi de 1905 qui instaure la laïcité, séparation de l'Église et de l'État, et liberté de conscience et donc de religion. Les deux à la fois, c'est les 2 éléments de cette loi. On se l'approprie et on la transforme en se disant qu'il y a là une question où la loi de 1905 impliquerait que la religion, vous avez entendu cela déjà, que la religion devienne une affaire privée. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. 1905 ne proclame pas que la religion soit une affaire privée. Elle proclame que la religion et les églises sont quelque chose d'autre de l'État, et Jean l'avait rappelé dans cette formule de Victor Hugo. L'Église chez elle, l'État chez lui, quelque chose comme ça. Mais pas, la religion est une affaire privée, parce qu'il y a aussi, si on a cette opinion et une liberté de conscience et d'opinion, la liberté de pouvoir exprimer, c'est le minimum, liberté d'expression, de pouvoir exprimer ses opinions, et donc la liberté de manifester en public ses opinions. Et c'est là que le problème va intervenir. Et il intervient
dès la fin du XXe siècle. Mais là, on a changé de paradigme. Le curseur s'est déplacé. Il ne s'agit plus d'envisager les rapports entre l'État et l'Église, et dans l'Église catholique en tout premier lieu, mais les rapports de l'État avec cette nouvelle religion qui a le vent en poupe chez les jeunes et qui vient de cette population d'origine immigrée et qui est l'islam. Et donc là, on a un déplacement des valeurs. Je vais rapidement l'histoire du XXe siècle, c'est aussi surtout celle de l'après-deuxième guerre mondiale, cette période de prospérité, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, globalement 1944, 1973, ces 30 ans de prospérité dans lesquels on voit naître une société qu'on va appeler une société de consommation qui va culminer avec les Golden 60s, les années 60 dorées, et puis avec la mentalité de 68 et des changements très importants dans les mentalités et notamment dans la question de pratiquer le culte, sa religion, le culte catholique. On peut encore se dire catholique, mais on ne va plus à l'église. Et la pratique religieuse va s'amoindrir. C'est un problème que l'Église rencontre, confrontée à la montée d'une société de plus en plus matérialiste, de consommation, et dans lequel les biens matériels semblent pouvoir répondre à ce que l'Église, en période de difficulté et de disette, laissait pour les temps après la mort. Avec un paradis terrestre que l'on faisait miroiter à ceux qui souffraient de la misère et de la pauvreté. C'est de moins en moins le cas. On peut espérer bénéficier dans ce monde maintenant, 30 glorieuses, cette période bénie avant la crise, dans laquelle tout semblait aller toujours vers un mieux. C'est une période de profond déclin de l'Église qui ne s'y trompe pas, puisque on voit le vieux Jean XXIII qui va convoquer un concile Vatican II qui réformera toute la manière d'être, pas en profondeur, ce serait beaucoup dire, mais qui réformera fortement l'apparence de l'Église catholique. Elle est en difficulté et la pratique régresse. Et donc la question de la laïcité de l'État semble se poser de moins en moins, avec une présence de moins en moins importante de l'Église. Sauf que une autre religion, elle, va se manifester et qui est l'islam. Et on en trouvera alors les premiers éléments fin du XXe siècle. C'est dans cette affaire des 3 élèves du lycée de Creil, c'est Creil qu'on dit, lycée de Creil, qui refusent de retirer leur voile, seront licenciés, porteront l'affaire jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État donnera raison à ces 3 élèves. Ça participe de la loi de 1905 et de la laïcité, le droit d'avoir une religion et de manifester son opinion, en quoi ça pourrait poser un problème que des jeunes filles, pour peu d'ailleurs, pour peu qu'elles respectent le minimum de la décence convenue, pourquoi leur interdirait-on de porter le voile? On est en 1989. Et puis, le débat ne cessera pas en Belgique aussi, je vous passe les détails aussi, parce que le débat va surgir en Belgique sur cette question, et il rebondira, on va parler de la France, au début du XXIe siècle, il y a un petit 20 ans, avec une commission qui va tenter de statuer et de préparer une loi sur la matière, le fameux rapport Baroin 2003, qui prépare la loi de 2004. On est juste un siècle après la loi de 1905, c'est un siècle, 99 ans, en 2004. Et là, dans cette loi, on va proclamer, et ça a fait un débat énorme, que les signes qu'on l'on dit ostensibles,
signe religieux ostensible, hein, dans l'espace public, hein, dans l'espace, excusez-moi, pas dans l'espace public, dans les institutions publiques, dont l'école fait partie, que ces signes ne peuvent pas être manifestés. Donc, un déplacement de l'idée qui était celle de la liberté d'opinion religieuse, vers une idée qu'il s'agit non pas d'avoir des opinions, on peut les conserver, avoir sa religion en privé, c'est pas contesté, mais le manifester publiquement dans des institutions de l'État va poser un problème. De fait, pour les institutions publiques, hein, les représentants de l'État, donc les fonctionnaires, sont tenus, hein, à un devoir de réserve qui est ce qu'on va appeler la neutralité, le fait de ne pas manifester ses opinions et ses opinions religieuses, mais le débat se poursuit sur la question des usagers des services publics, dont l'école, donc celui des élèves. 1989, 2 siècles après la Grande Révolution, 1989, le Conseil d'État donc donne raison à ses élèves. Il y a de ça 33 ans, donc. Hein. Et puis, le rapport Barouin et la loi de 2004 vont revenir sur cette question, et là, hein, déplacer le curseur au point que l'idée d'exprimer des idées religieuses sera considérée comme ne pouvant plus être dans ce qu'on va appeler, hein, le domaine public, étant entendu qu'il s'agit des institutions de l'État. Hein. Mais là, une confusion intervient entre ce qu'on appelle le public, qui est ressorti du domaine de l'État, mais qui est aussi dans le langage courant, le public, la société civile. Hein. Dans la société civile, il s'agirait aussi, pour les membres de la société, donc pour des consommateurs, des utilisateurs de services publics, qu'on est tous dans la société civile, de respecter, hein, cette règle qui consiste à ne pas porter des signes qui sont dits ostensibles. Et ostensible, c'est parce qu'on a beaucoup discuté dans la commission Barouin sur ce terme ostensible ou ostentatoire. On voulait ostentatoire. Ostentatoire, c'est-à-dire que cette idée qui manifeste une volonté de montrer qu'on défend la religion ostentatoire, c'est pas simplement ostensible. Hein. Il y a cette idée de volonté. On s'est rabattu finalement sur les termes ostensibles, parce qu'on disait ostentatoire, on voulait en séparer. Ces petites croix qui sont des formes de bijoux que l'on porte et qui étaient considérées comme des parures, hein, parce qu'elles concernaient les opinions qui n'était pas celle de l'islam, qui était celle de l'Église catholique, voire des étoiles de David, celle de l'Église. Soit des bijoux, qu'ils soient en or 18 ou 24 carats, hein, là ça ne pose pas de problème, mais un foulard, là forcément c'est un signe ostentatoire. On s'est mis d'accord finalement sur le terme ostensible parce que ça semblait tellement évident qu'on y excluait ces éléments qui participent de la coquetterie féminine et que sont, d'ailleurs masculine aussi, que sont ces éléments de bijoux en or manifestant une idée religieuse. Et donc on se retrouve aujourd'hui devant un débat qui revient régulièrement et qui est celle sur le port du voile, hein, et qui intervient régulièrement dans le débat en France et qui se mêle là à une idée qui est celle non seulement de la laïcité mais de l'émancipation aussi de la femme, celle de la liberté, celle du droit des femmes d'être libres, et que le voile est considéré comme signe islamique, comme une manifestation de la soumission de la femme. Un gros débat de société, donc, qui ressurgit régulièrement et prend d'ailleurs souvent d'autres formes en période de vacances. On a eu ce débat aberrant sur la question du burkini, notamment. J'ai dit aberrant, parce que si on parle du burkini à des islamistes, c'est la pire des... C'est une invention de Satan, hein, le burkini.
hein. Et les laïcs se retrouvent dans le même camp que les intégristes pour dire mais il faudrait interdire le burkini dans les piscines ou sur les plages. Donc tous ces genres de débats reviennent et d'une certaine manière marquent le déplacement du curseur sur la question d'une laïcité qui était depuis la Révolution consacrée un siècle plus tard par la loi de 1905 comme une question de laïcité qui insistait sur l'idée de liberté de conscience, de liberté individuelle, mais aussi de liberté de manifester publiquement ses opinions et qui devient maintenant une laïcité qui prend en considération les signes qu'on appelle ostensibles de manifestation de ces religions. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce qu'il est déjà 7h40, donc j'ai parlé une petite heure pour lancer un débat qui, j'imagine, va être un débat dans lequel certains d'entre vous aimeront à y participer sur ces thèmes extrêmement brûlants et qui débordent de loin l'exposé historique que j'ai tenté de faire. Voilà. On te remercie, Serge. On va évidemment demander à la salle de poser quelques questions, mais je remercie Serge surtout d'avoir rechercher très loin cette histoire de laïcité, puisqu'il nous a expliqué tout le poids du passé, tout le poids de l'histoire de la Révolution française en particulier, et c'est très éclairant. Alors il y a la question du féminisme à la fin. Est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez pas. Toujours difficile la première question. Ou la première intervention, et donc on va la passer, on prend la deuxième. Justement, la question du féminisme, la question... Où est la dame? Je n'entends pas, je ne vois pas. Merci. J'imagine que vous avez un peu fait exprès d'évacuer la question du féminisme, justement pour qu'il y ait des questions là-dessus. Voilà, la soumission des... Enfin, je sais qu'il y a plusieurs courants, mais on peut s'interroger en tout cas sur le symbole de soumission des femmes musulmanes à qui on impose le port du voile. Et l'actualité nous éclaire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, mais là on est vraiment lancé dans le... Mais je crois qu'on est vraiment lancé sur ce débat, parce que c'est ça, la question du port du voile comme étant un signe d'oppression de la femme. Donc c'est une façon de voir les choses. Et effectivement, je n'ai pas traité, j'avais oublié de le traiter aussi hier, cette question quand on parle des développements de la mentalité de la troisième quart du XXe siècle, dont on est toujours tributaire, mais qui prennent leur envol dans cette période de prospérité, société de consommation, société qui déplace l'intérêt vers les choses de l'avenir. On vit la misère et on espère que plus tard, après sa mort, ça sera mieux, mais une question on veut profiter, intègre également une conception de cette moitié de l'humanité qui a longtemps été méprisée. Quand on parle de suffrage universel, quand on réclame le suffrage universel, ce n'est pas les femmes. C'était les hommes et les femmes n'étaient pas pris en considération. Il faut attendre la fin du 19e, ce qu'on appelle de façon méprisante les suffragettes, elles sont rares, quelques leaders et théoriciens politiques qui défendent cette idée, mais ils sont rares également. Il faut attendre le XXe siècle et surtout la deuxième moitié du XXe siècle pour que maintenant cette question que les femmes doivent être traitées, pas simplement sur l'aspect politique, mais sur tous les aspects à l'égal des hommes. Et là-dedans, la question du voile, effectivement, s'inscrit dans cette idée de liberté et d'émancipation de la femme, souvent quand on considère que le voile
est imposé à la femme, ou en tout cas que la femme est considérée comme un objet, si l'on peut dire, de désir pour l'homme qu'il faut voiler, hein, dans le sens propre. Est-ce la définition que l'on peut donner de cette pièce vestimentaire qu'est le voile? Pour une part, je dirais que oui. Pour une part, oui. Hein. Les mosquées ne s'y trompent pas, qui insistent sur le fait que les femmes et même les filles puissent être voilées. Et dans ce cadre, on se retrouve dans un champ d'injonction idéologique sous prétexte religieux qu'on a connu quand on avait la même chose du point de vue de la religion catholique qui disait de ne pas faire ceci mais de faire cela. Hein, mais ici, on se retrouve face à ce genre d'injonction et qui est effectivement très liberticide. Maintenant, hein, pour être confronté régulièrement à des jeunes femmes, des étudiantes à l'université qui portent le voile, pour discuter avec elles, pour m'intéresser à la question et lire les études qui ont été faites par des sociologues qui vont, eux ou elles, interroger des femmes, on n'a pas toujours cette même réponse et il y a beaucoup plus de nuances à apporter sur l'idée d'un voile qui serait un signe d'oppression des femmes parce qu'il est imposé, d'une part de l'extérieur, ou parce qu'il amène à considérer la femme comme un objet de désir et pas comme une personne humaine pouvant s'habiller, se déplacer, se vêtir comme elle le désire. Beaucoup plus de motivations que cela qui ne sont pas nécessairement des motivations religieuses. Prendre un sociologue comme Saïd Bouamama, hein, Lille, d'origine algérienne, il ne peut pas cacher son nom, mais particulièrement et radicalement athée. Hein, ça est peut-être beaucoup plus athée que la majorité d'entre nous ici. Et quand il va interroger ces jeunes musulmans, il reçoit des réponses qui sont multiples et variées. Quand on voit Françoise Gaspard et Costa Kavar, hein, sociologues en France d'origine iranienne, qui ensemble, hein, font une enquête, ils montrent aussi que la motivation des jeunes filles à porter le voile n'est pas nécessairement celle de la pauvre fille qui est obligée. Il y en a, et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir être en situation de retirer le voile qui leur est imposé par le milieu familial, parents ou frères, ou bien le contrôle social. Mais il y a une grande partie aussi qui désirent le porter et qui considèrent que ça fait partie de leur liberté vestimentaire que de manifester leur affectation religieuse. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, et on peut le comprendre, non ? Allez, je vais laisser la parole, parce que je vois qu'il y a beaucoup de murmures, mais je me dis, il y a une possibilité pour moi de le comprendre, mais je vous laisse intervenir. Je vois qu'il y a beaucoup qui veulent intervenir. Oui, qui veut ? Depuis quand les femmes votent en Belgique ? Depuis 1948. Après les Français. Si on veut faire l'histoire du droit de vote, c'est pas totalement vrai que c'est 1948. C'est en fait pire que ça. C'est après la Première Guerre mondiale. Le débat se fait sur la question du suffrage universel pur et simple. On avait le suffrage universel masculin en Belgique depuis 1893. Première grande grève générale pour un objectif politique est en Belgique et pour le suffrage universel des hommes. Et les socialistes, les dirigeants socialistes se font forts de porter cette revendication, mais pour ça, il faut arrêter la grève. Et il arrive ce qui fait que quand on arrête la grève, on a promis que on introduira le suffrage universel, mais comme il n'y a plus de grève, on va essayer de le récupérer. Et donc, cette question de l'égalité de tous les hommes, on ne parle pas des femmes, va être tranchée en dehors de la pression. Belles leçons aussi, sur le syndical d'ailleurs, sur le fait de maintenir ou pas la pression sur le pouvoir politique. Une
fois qu'on a retiré la pression, le pouvoir politique se dit, ben, on a promis, il faut tenir, mais l'égalité, non. Ceux qui avaient le droit de vote, les privilégiés avant, 3 voix. Et les nouveaux électeurs, on va leur en donner une. Donc, ce n'est pas égalitaire. La Première Guerre mondiale va amener... Attendez, je vais vous aider. La Première Guerre mondiale... J'arrive. J'ai l'habitude avec mes étudiants, voilà, qui laissent tomber les choses. Voilà. Et donc, la Première Guerre mondiale va amener, en Belgique comme partout ailleurs, ce débat, il faut introduire le suffrage universel. Ça fait un demi-siècle qu'on le réclame, et là, ça semble être évident. Ouais, il faut l'introduire. Et oui, il y a eu quelques petits événements en Russie pendant la guerre. Il y a une révolution qui a fonctionné, qui, elle, accorde le droit de vote aux femmes. Et les 8 heures de travail par semaine, il faut tenir compte de ça. Et il y a des révolutions un peu quand on sort de la Première Guerre mondiale en novembre 1918 à Berlin, à Vienne, à Budapest, à Turin. Donc ça se soulève un peu partout en Europe. Il faut calmer, oui, suffrage universel. Mais la question en Belgique, c'est, et tant qu'à faire, suffrage universel des femmes. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit une question qui est effectivement une question qui peut nous intéresser sur le thème d'aujourd'hui, celui de la laïcité ou de la religion. Je pose la question à mes étudiants, qui va soutenir le droit de vote des femmes et qui va s'y opposer? On a les socialistes et on a les catholiques. Mais les socialistes s'opposent et les catholiques soutiennent. Et là, c'est quelque chose d'étonnant pour un calcul d'intérêt immédiat. Et cette idée que si les femmes peuvent voter, elles seront beaucoup plus influencées que les hommes par le curé. Et donc, ça va favoriser les catholiques. Et les catholiques raisonnent de la même manière. Ce qui... Pas d'études là-dessus, mais n'est pas nécessairement faux dans une situation donnée où les femmes sont confinées le plus souvent à la maison et n'ont comme seul moyen d'information que la messe du dimanche, là où les hommes qui sont rassemblés toute la semaine dans les usines développent d'autres idées. Ce n'est pas une question que seraient génétiquement des femmes plus soumises au clergé et des hommes qui le seraient moins. Une question sociale, concrète, de pratique. Et donc, c'est comme ça qu'on raisonne. Et on va trancher la question. Les catholiques auront gain de cause... Non, les socialistes auront gain de cause aux élections nationales. Les femmes ne voteront pas. Mais aux élections communales, municipales, comme on dirait en France, là, on admet les femmes. Oui? Je vous pose une question pratique. Je crois que la ville de Lille réservait des heures particulières pour les femmes musulmanes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Des heures particulières de quoi? Est-ce que vous pensez que ce soit normal qu'on réserve des créneaux horaires pour les femmes musulmanes qui ne veulent pas aller à la piscine en même temps que les hommes? Voilà, là on est confronté à une belle question, parce que la question de la piscine et des heures particulières, pas simplement la question du voile, c'est la question ici de la piscine. Et là, sur la question de la piscine, il y a là un beau thème, je pense, de réflexion pour la laïcité où, à l'évidence, on va dire, c'est pas normal, on mélange les garçons et les filles. Ça fait combien de temps qu'on les mélange dans les piscines ici en France? Est-ce que, dans la grande révolution de 89, l'idée était que quand les jeunes vont à la piscine, c'est tous ensemble et qu'on ne sépare pas les garçons et les filles? C'est pas ça. Donc, c'est une question qui se pose avec retard. Ça, c'est déjà un des éléments que moi je pourrais dire et qui permettrait d'avoir peut-être un peu plus de recul sur une question dont la réponse nous semble aller de soi, couler de source, être évidente. Ce n'est pas nécessairement évident que des garçons et des filles soient mélangés à la piscine, c'est-à-dire en se voyant nus, non, quasi nus.
quasi nus, seulement revêtus d'un maillot qui montrait, imaginait et fantasmait beaucoup de choses. C'est ça, en fait, la question. Ça, c'est la piscine. Hein, et qu'est-ce qu'on fait avant et après la piscine? On se déshabille pour mettre son maillot. Hein. Pourquoi les vestiaires ils sont séparés? Donc la question, c'est la question qui n'est pas celle de la laïcité, mais la question qui porte sur la nudité et la conception que l'on a sur le dévoilement du corps. Et tous ces laïcs que je connais, que je fréquente, avec qui je discute, dont je suis, qui se disent, mais c'est quelque chose d'aberrant, quelle question rétrograde, des heures de piscine pour ne pas que les garçons et les filles puissent être vus. Hein. Mais alors, soyons conséquents, hein, pour les vestiaires, la même chose hein, que la piscine. Hein. Donc on peut le voir de cette manière, effectivement. Et là, ça relativise le débat, c'est le rapport au dévoilement du corps. Qu'est-ce qu'on considère comme acceptable? 1936, les congés payés sur les plages, les maillots, c'était les monokinis? Non, hein? C'était les bikinis? Non, hein? Ça ressemblait assez fort à ce qu'on appelle aujourd'hui des burkinis. Et celui qui se dévoilait un peu plus, là, on avait la maréchaussée qui venait intervenir, comme aujourd'hui. Il est arrivé il y a quelques années qu'elle intervienne pour dire à une femme qui portait un burkini, tu ne peux pas parce que tu départs dans le paysage. Donc, il faut voir aussi cet aspect. Prendre l'autre exemple sur cette question du dévoilement du corps, en période de coupe du monde de football, hein. Donc on voit des joueurs évoluer en culotte courte, hein, pas en pantalon, hein, en culotte courte. Hein. Et la période glorieuse de Johan Cruyff, Beckenbauer, j'essaie de trouver un français. Platini. Hein, leurs shorts, ils étaient comment? Hein? Est-ce que si aujourd'hui, comment il s'appelle celui qui vient de marquer le plus de buts en France? Mbappé, voilà Mbappé, mais je pensais Girard, oui, mais Mbappé, c'est bien. Mbappé s'amenait avec des shorts qui montrent presque le début des fesses, on accepterait. Donc la question qui est posée est moins celle d'une question de laïcité que d'une question de rapport à l'idée de nudité ou de dévoilement du corps, à mon avis. Voilà ce que moi je vous donnerai comme réponse. Et d'ailleurs, ça semble de chez rétrograde de vouloir séparer les filles des garçons. Sauf quand ce sont des revendications féministes, où des femmes revendiquent d'avoir des heures rien qu'à elles, pour pouvoir aller se dévoiler leur corps sans avoir le regard des hommes qui les jugent. Hein. Alors, féminisme et islamisme, même combat. Hein. Et quand je le disais, oui, quand on réclame des heures séparées pour que les femmes puissent se baigner sans le regard des hommes, c'est la même motivation que celle de l'islamisme. Il faut en avoir conscience aussi. Hein. Ce n'est peut-être pas le même but et le même objectif, mais la motivation est la même. Séparation des sexes quand on se retrouve dans un rapport d'une certaine nudité, ou en tout cas d'un certain dévoilement du corps. Je te remercie, Serge. Voilà. D'autres? Oui. Vous ne pas être le seul qui a... Il faudrait rajouter qu'en France, la laïcité n'est pas absolument générale. Dans la métropole, en Alsace et une partie de la Lorraine, elle n'existe pas. Et dans d'autres départements d'outre-mer, où on a encore d'autres pensées qui se manifestent d'une manière très autoritaire ou très totalitaire. C'est mon premier point. Deuxième point, l'État ne subventionne
charge de l'État, donc l'État subventionne quand même en partie les religions. Merci pour ces précisions. C'est effectivement sans micro, hein, c'est assez méritoire. Hein, donc, mais vous avez raison. Ouais. J'aimerais bien être comme ça aussi. J'aimerais bien. Je déteste parler dans le micro. Mais donc merci pour. Je suis tout à fait d'accord. La situation Alsace-Lorraine, hein, qui redevient française après la Première Guerre mondiale, échappe. Et les territoires d'outre-mer qui restent français échappent. Hein, là, je suis totalement d'accord. Et sur la question de qui prend en charge, pas les salaires, mais les bâtiments religieux, on se retrouve dans la situation de la Belgique, où en Belgique, on a ça aussi, en plus des salaires, et la justification est la même d'ailleurs. Ces édifices, des églises, qui sont de plus en plus désertés et qui sont de plus en plus des objets de visite. Il y a plus de visiteurs souvent dans des cathédrales qu'il n'y a de fidèles. On justifie par le fait que c'est normal que ce genre d'édifice, qui a une valeur artistique incontestable, puisse être subventionné par l'État, mais effectivement, vous avez raison de dire, tiens, on entend le micro, vous avez raison de dire que on se retrouve dans une laïcité très relative, et donc qui ne concerne pas simplement la question de l'islam. Voilà. Ouais. Ces édifices religieux appartiennent à l'État, donc l'État a le devoir de les entretenir. C'est pas tout à fait pareil, ils n'appartiennent pas à l'État. C'est juste, mais ils sont laissés à l'utilisation de l'Église, mais tu as raison de signaler, les édifices religieux appartiennent à l'État. Hein. L'église du curé Mélier, effectivement, nous pouvons y faire des visites et la visiter sans devoir demander au curé, qui d'ailleurs n'est plus là, qui est un curé itinérant qui vient pas très souvent, quand il vient faire une messe une fois par an, ça se sait, plutôt que de le demander, c'est au pouvoir public. Pardon ? C'est des laïcs qui sont dans les églises maintenant. Ils font les cérémonies. En France, oui. 1, 2. Pourtant, la France avait pas seulement l'Algérie, mais un bel empire africain, avait moins insisté que la Belgique sur la prise en charge des consciences des colonisés. La France avait une politique de colonisation efficace qui consistait, une fois que les territoires avaient été explorés, d'envoyer l'armée et de contrôler le territoire pour éviter la contestation populaire des autochtones. En Belgique, avant d'envoyer l'armée belge au Congo, c'est pas une colonie, c'était un domaine royal, la Belgique. Après sa révolution de 1830, qui proclamait son indépendance au nez, à la barbe des puissances qui, 15 ans plus tôt, l'avaient attribuée au roi de Hollande. Les puissances de Vienne s'étaient retrouvées pour dire qu'est-ce qu'on fait de l'indépendance de la Belgique. D'accord, on ne va pas revenir dessus, on va l'accepter. Mais la Belgique ne pourra pas avoir d'extension territoriale, c'est un, donc pas de colonie, et deux, une armée qui est extrêmement limitée et contingentée. Donc, on a un Congo qui n'est pas un territoire colonial belge, et on a une armée illimitée. Ce que la Belgique a fait, c'est envoyer d'abord des bataillons de curés et de bonnes sœurs pour évangéliser, et ensuite, éventuellement, pour ceux qui n'avaient pas compris le fin fond du message, là, on envoyait l'armée. Mais donc, on n'avait pas ça. Et donc, nous, en Belgique, on se retrouve avec le retour de Manivelle. S'il y a plus d'un siècle, on est parti en bataillon religieux évangélisé, et on a maintenant des prêtres qui
viennent d'Afrique et qui font curer chez nous. Je vois qu'en France, vous n'avez pas ça et qu'on doit utiliser alors des laïcs pour... Ah voilà. Ah voilà, il n'y a pas que des laïcs, alors vous utilisez aussi votre réservoir de l'histoire coloniale. Vous parlez d'un curseur tout à l'heure qui aurait été déplacé concernant la laïcité, mais je m'interroge, je me demande en quoi la laïcité, la notion de laïcité peut être menacée, dans la mesure en fait, au regard de comportements déviants, qui relèvent presque plus de l'intégrité des gens, plutôt que de cette notion-là. Je ne comprends pas trop le... Pas cette question d'intégrité. Souvent, et quand je posais la question sur la loi de 1905, religion, affaire privée revient. C'est vrai qu'il y a cette idée que la religion est une affaire personnelle qui ne concerne plus l'État. Mais il y a aussi cette idée que l'on peut, si on a des opinions, les diffuser, les manifester. Donc on est au cœur de ce débat qui nous agite aujourd'hui. La loi de 1905, bien interprétée, n'interdit pas les manifestations. À partir du moment où on se retrouve face à un rapport Baroin et à une nouvelle loi 2004 sur les signes ostensibles, là le curseur s'est déplacé en la barre, je devrais dessiner au tableau s'il y avait un tableau, la barre, d'un côté on a l'État et de l'autre côté on a la conscience individuelle, le privé, mais la manifestation de la conscience, le public. Privé et public d'un côté, État de l'autre, séparés, une barre entre eux. Et l'idée de 2004, un siècle après 1905, est de faire déplacer ce curseur d'un côté privé. Tu as le droit d'avoir ta religion, ça on ne te le retire pas, mais tu dois le garder dans ta maison, il ne s'agit pas de l'afficher. Et donc, on fait passer le curseur d'un côté privé, de l'autre côté État et manifestation publique. On voit ce que je veux dire, là, même si je n'ai pas de slide pour le dessiner, encore pas ici de tableau pour dessiner et mettre la barre. Tu vois ce que je veux dire là, donc c'est ça ce déplacement du curseur. D'un côté privé et public, et manifestation publique, versus contre l'État, deux choses séparées, et maintenant conscience privée versus État et manifestation publique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on n'avait pas d'autre solution que de se rapporter à la notion de laïcité pour régler un problème, pour régler ce problème-là. C'est ça qui m'interroge. Tu comprends? Pour régler cette question, en fait. Pourquoi on a besoin d'utiliser, de se réfugier derrière cette notion de laïcité? Donc, tu parles de la question du voile. Voilà. Oui, c'est enfin, ça, en fait. autres, Il y a d'autres, la question de la piscine, c'est toujours des rapports qui concernent des questions sexuées, sinon sexuelles, genrées, comme on dit aujourd'hui, et dans lesquelles les femmes sont mises en évidence et, d'une certaine manière, portent le chapeau, si on peut dire, portent le voile. Parce que ça concerne les femmes, les jeunes hommes musulmans très prosélytes et militants qui peuvent même basculer dans l'intégrisme ne sont pas concernés. Ah oui, on peut voir qu'il y a une barbe qui pousse, mais il était une mode, et il est toujours d'une certaine manière une mode. Ça s'appelle des hipsters, d'avoir des grandes barbes qui fait difficile de distinguer. Ce sont les femmes qui elles-mêmes sont pointées du doigt. Et quand j'ai invoqué ces enquêtes sociologiques qui interrogent, comme je l'ai fait moi-même, artisanalement, devant mes étudiantes, pour lesquelles j'ai toujours beaucoup, je pense que ça c'est la clé des choses, avoir beaucoup de respect pour quelqu'un qui manifeste ses opinions religieuses d'une telle manière, qui peut l'être parce qu'elle est soumise à l'obligation de le faire et qu'elle ne sait pas s'en séparer, mais qui souvent aussi me disent qu'elles le veulent pour elles-mêmes après un débat intérieur et qui se fait souvent entre copines ou entre jeunes. Donc il faut tenir compte de ça et se dire qu'il y a la possibilité. Ce que nous voyons ici et qui peut être un signe de retour, de régression vers le religieux, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes voilées, ça masque une chose, l'influence des mosquées. Ça masque une deuxième chose. Ça masque le fait que ce sont
des personnes, ces jeunes femmes qui portent le voile, ce sont des personnes humaines qui peuvent avoir des opinions elles-mêmes et qui peuvent avoir l'envie qu'on ne leur dicte pas la manière dont elles doivent se vêtir. Et donc ça, il faut savoir l'accepter. Et moi, je fais le pari que ces filles que j'ai maintenant comme étudiantes, si elles portent le voile, elles ne le porteront pas nécessairement, j'en connais, qui le retirent. J'en connais qui ne le mettaient pas et puis qui le mettent. Mais je fais le pari que leurs enfants se réclameront toujours, comme aujourd'hui la plupart des bons Français de souche, les bons Belges de souche, quand on dit quelle est ta religion, se disent je suis catholique sans même pratiquer, se réclameront de l'islam, mais ne porteront plus le voile pour les femmes, ou n'auront plus les éléments de pratiques religieuses, ramadan, rapport au porc et à l'alcool, etc., que l'on a aujourd'hui dans l'islam. Je fais ce pari-là sur la distance. Revenons en arrière. Où étions-nous il y a 2 ou 3 générations sur le voilement des femmes? Donc il faut se poser cette question. Voilà. Oui. Moi, j'ai une question sur aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je peux parler assez fort. Ah, plus fort. L'Iran, l'enjeu du voile en international, on a des violences sur la jeune génération européenne, musulmane, qui s'intègre quand même d'une certaine façon, enfin qui s'intègre. Mais en Iran, cette question du voile, elle est capitale. Et j'aimerais des éclaircissements. Ah, tout à fait. Sur ce point. J'ai essayé de répondre le plus simplement possible, en revenant sur notre question de la laïcité. Séparation de l'Église et de l'État. L'Église et l'État, ici en France, c'est séparé. Dans ce cadre-là, la question des manifestations religieuses, quand je dis le voile, petite parenthèse, pas toujours pour des raisons religieuses que ce voile est porté quand on interroge. Pour la plupart, c'est des manifestations religieuses. C'est dans le cadre d'une séparation de l'Église et de l'État, sur lequel on ne revient jamais. En Iran, là on se retrouve avant 1789 en France. On a un État théocratique. Et là, le combat des femmes qui veulent se dévoiler, c'est pas simplement la liberté vestimentaire de manifester leur appartenance ou non à une religion. La plupart des femmes qui en Iran veulent se dévoiler sont des musulmanes. Ce ne sont pas des athées, ce sont des musulmanes. Ils vont en facilité entre elles. Mais les musulmanes qui veulent retirer leur voile et vont s'opposer à cet État qui n'a rien de laïque. Donc on est dans une situation qui est totalement différente avec celle qu'on connaît